Premièrement, ça me fait énormément plaisir de vous présenter Color. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce logiciel, c'est un logiciel qui s'appelait avant Final Touch, qui est un logiciel qui est incroyable, puis qui a été acheté par Apple. Dans la bonne tradition de Final Cut Studio, Apple ont été assez aimables de nous l'offrir à un coût très raisonnable. C'est-à-dire qu'il était inclus avec Final Cut Studio, surtout compte tenu que avant que ce logiciel-là soit acheté par Apple, c'était un truc qui se vendait à 25 000 US. Fait que je pense que ça vient comme d'augmenter la valeur monétaire de votre studio. Puis c'est un logiciel qui peut, au niveau des features, ça peut se comparer à des très grands systèmes d'étalonnage de couleurs, comme il y a Nucoda, il y a Discrete avec Luster. Je ne sais pas si j'oserais dire qu'on pourrait le comparer à DaVinci, parce que DaVinci, c'est un système qui est basé sur du hardware versus du software. Mais néanmoins, si on le compare avec des logiciels comme Luster, qui commence à 150 000 c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce logiciel-là. C'est un logiciel qui peut fonctionner comme une extension de Final Cut Pro. C'est-à-dire, mettons, on fait notre montage, on peut prendre notre projet, on l'amène directement à partir de Final Cut Pro dans Color, on fait notre étalonnage et par après ça, on le ramène dans Final Cut. Ou, si on veut, on peut travailler avec en mode standalone, ou si on veut travailler spécifiquement sur un clip, on a juste à importer ce clip-là directement dans Color, puis on procède. Okay. Donc, ce qu'on a ici, c'est une série de clips non compressés 10 bits en 720p. Donc, on va faire un montage très rudimentaire avec ça. Je vais mettre des transitions, comme ça vous pouvez voir de quelle façon Color traite les transitions qu'on apporte à partir de Final Cut. Donc, on va commencer avec ça. Mettons, ici, on a quoi là? On a 4 clips avec 2 transitions. Une fois que votre montage est fait, vous êtes prêt à faire votre étalonnage. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher votre séquence dans le browser, faire Send to Color. Là, il demande le nom de la séquence, on va garder le même nom. On va ouvrir Color et notre séquence, comme vous pouvez voir ici, apparaît sur le timeline du logiciel. Évidemment, on peut zoomer. Je suis encore en train de me familiariser avec les raccourcis parce que ce logiciel-là dépend quand même assez des raccourcis. Maintenant, en ce moment, si vous voyez l'interface ici, vous pouvez voir que c'est quand même, ça a l'air un peu tassé. La raison pour cela, c'est que ce logiciel-là a été conçu pour travailler avec 2 moniteurs d'ordinateur et un moniteur vidéo. Donc, normalement, la fenêtre du preview et le scope sont affichés sur le 2e moniteur, puis le 1er moniteur affiche uniquement l'interface du logiciel. Donc, si on regarde ici, on peut constater qu'on en a 4 clips. Maintenant, on va commencer à travailler avec le premier clip. Donc, avant qu'on procède à l'étalonnage, je vais vous donner un bref survol de l'interface. Donc, l'interface de ce logiciel-là est divisée par des onglets. Chacun de ces onglets-là, dans la terminologie de Color, c'est des rooms, c'est comme des salles où est-ce qu'on va effectuer des différents procédés. Donc, la première salle est la salle de setup, où est-ce qu'on va importer nos médias, où est-ce qu'on va gérer nos médias. C'est un peu comme l'équivalent du browser dans Final Cut. Et ici, on peut accumuler nos grades. Nos grades, en fait, un grade, c'est un étalonnage. Donc, à chaque fois qu'on fait un étalonnage, on peut le magasiner dans cette place-là ici.
pour par après l'appliquer sur d'autres clips. Ici, on peut configurer notre projet, on va spécifier ce que ça va être du 720, du 1080, du NTSC, ainsi de suite, et on va spécifier dans quel format le rendu va être fait. Donc, une fois qu'on fait notre étalonnage, évidemment, il faut faire le rendu avant de revenir dans Final Cut. Donc, c'est ici qu'on va spécifier ces informations-là. Et la section message, ben ça c'est comme un log. À chaque fois qu'un logiciel va vous annoncer un message, que ce soit une erreur ou autre chose, ça va tout être listé ici. Fait à n'importe quel moment, vous pouvez vous référer à cette fenêtre-là, puis, mettons, voir qu'est-ce qui s'est produit pendant votre session. Par la suite, on passe dans la salle qui s'appelle Primary Grade, l'étalonnage primaire. Donc, ce qu'on fait avec l'étalonnage primaire, c'est qu'on va setter, si on veut, l'atmosphère de la scène. Si on veut que ce soit une espèce de teinte un peu plus bleue, un peu plus vert, vraiment l'ambiance de la place, l'atmosphère. Et ici, on peut le faire, de plusieurs façons. On peut le faire avec l'espèce de three-way color corrector comme dans Final Cut. On peut le faire avec des curves. On peut appliquer des curves séparées pour les canaux RGB ainsi que pour la luminance. Maintenant, chaque clip peut avoir jusqu'à 4 étalonnages primaires. Pas simultanément, mais on peut en spécifier 4. Et puis après ça, choisir en temps réel lequel qui nous plaît le plus. Et que si on prend ces clips-là, mettons, comme exemple, mettons, on va prendre le premier grade. Je vais juste agrandir ça un petit peu pour se donner un peu plus de place. Mettons le premier grade, on va lui donner une espèce de look, mettons, un peu plus bleu, comme un peu plus dans le bleu. Mettons, est-ce que le shadow va être un peu plus bleu, puis mettons, les highlights, on va les mettre un peu plus dans les rouges, booster les rouges dans les highlights. Okay, donc, maintenant, ça va être le premier grade. Après ça, on va créer un deuxième grade. On peut utiliser un raccourci ou les menus pour ça. Quand je vais appuyer sur le raccourci, vous allez voir ici en bas, il va y avoir une deuxième ligne comme ça qui va apparaître. Donc, ça ici, c'est le deuxième grade. Donc, le deuxième grade, mettons, on va aller plus dans le vert, mettons. On va vraiment booster le vert. Là, évidemment, j'exagère les couleurs, mais c'est juste pour pouvoir démontrer les différences. Et, mettons, troisième grade, on va les booster de quelque chose de ridicule, là. Attends, comme ça. Puis le quatrième grade, le quatrième étalonnage, on va le garder comme l'original, comme ça on peut le comparer avec les trois autres. Donc, de cette façon-là, on peut regarder notre premier étalonnage, notre deuxième étalonnage, notre troisième étalonnage et l'original. Okay? Une fois qu'on a fait notre sélection, c'est là qu'on va passer, qu'on va aller plus loin de notre travail. Maintenant, avant de procéder plus loin, je vais juste vous parler un peu plus de l'interface. Donc, dans cette fenêtre-là qui peut se promener, là, ça c'est le preview, ça s'explique quand même assez bien. La parade et le vector scope, mais aussi on peut avoir excusez-moi, le 3D Color Space qui est quand même assez intéressant. C'est quelque chose qui nous permet de visualiser les couleurs d'une représentation trois-dimensionnelle. Comme en ce moment-là, on regarde le Color Space RGB. Donc, on peut voir nos targets rouge, vert et bleu, ainsi que nos targets saillants, jaune et magenta. Okay? Ce qui est vraiment fun avec ça, c'est qu'on peut visualiser ça de n'importe quel côté. On peut vraiment voir où nos couleurs sont situées. Maintenant, dépendamment de comment est-ce qu'on est habitué à travailler, dépendamment de quel genre de travail qu'on fait, des fois, on a besoin de visualiser ces choses-là dans d'autres color space. Donc, si on veut le visualiser dans le YUV color space, on change pour le YUV, puis là, maintenant, on peut le visualiser de cette façon-là. Okay. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va faire appel à ces outils-là, mais pour les gens qui ont besoin de la précision, c'est un logiciel qui est très, très, très complet.
Cela étant dit, étant donné qu'on a déjà fait nos primary grades, maintenant on peut passer au secondary grade. Donc, le secondary grade, la façon qui diffère du primary, c'est qu'ici on peut avoir 8 grades secondaires, mais en même temps. OK? Donc, on peut dire par exemple, dans telle zone de notre image, dans une zone de notre image, mettons, on peut limiter notre grade à une certaine couleur. Donc, on peut prendre notre image, puis on peut dire, OK, avec un masque, on fait un focus sur une partie de l'image, puis dans ce masque-là, on peut juste choisir le rouge. Donc, tous les changements de couleur qu'on va faire vont s'appliquer uniquement au rouge qui se trouve uniquement dans ce masque-là. Et tout ça, ça peut être multiplié par 8 fois. Okay? Donc, je vais vous donner un petit exemple. Si je vais commencer par enabler mon premier étalonnage secondaire, puis on va passer au preview. Donc ici, on peut voir une espèce d'aperçu. Et on va enabler ce qu'on appelle une vignette. Une vignette, c'est le terme, dans l'étalonnage, c'est le terme pour un masque, finalement. Donc, dans Color, on peut avoir 3 genres de masques. On peut avoir un masque circulaire, comme vous voyez ici. On peut avoir un masque rectangulaire. Ou on peut avoir un masque User Shape qui est un B-spline. Okay, ça, on regardera ça dans 2 petites minutes. Donc, si on choisit notre masque circulaire, puis admettons, on va placer notre masque autour de la face du bonhomme ici. Okay? Puis, mettons, on va se dire, je sais pas, on va le booster dans le rouge. Donc là, ça fait un beau petit cercle rouge autour de la face du gars. C'est pas très joli, puis c'est pas très esthétique, ça fait un peu cartoon. Donc, ce qu'on va appliquer, on va appliquer du softness à ce cercle. Et grâce à la précision de ce logiciel-là, on peut faire quelque chose qui serait pas mal plus joli. Donc, on va appliquer un softness de 0.5 sur une échelle de 0 à 1, donc 50%. Et ça nous donne un beau petit truc comme ça, sauf que j'aime pas nécessairement la couleur, donc mettons, on va le changer. Puis, mettons, on a fait ce genre de correction-là sur cet individu-là. Maintenant, je me dis, OK, ben, je veux faire un autre étalonnage sur une autre zone. Donc, maintenant, je vais choisir le deuxième grade. Puis, je vais appliquer ma vignette, sauf qu'ici, je vais choisir User Shape. Donc, User Shape nous amène à la salle de géométrie qu'on va couvrir un peu plus en détail tantôt. Puis ici, on va dessiner notre User Shape qui va être notre B-spline. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est indiquer les points. Comme ça. On ne va pas aller trop dans la précision, là. Et puis, en fait, ce qui est fun avec ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de fermer notre shape. On a juste à cliquer sur Close Shape et il va nous créer notre shape. Maintenant, une des façons que ce shape-là diffère du masque circulaire, du masque rectangulaire, c'est encore avec le softness. Si j'applique mon fameux softness de 0.5, okay, donc vous pouvez voir la shape, vous pouvez voir la ligne jaune qui définit notre masque, et les 2 lignes vertes qui définissent le range du feather, du softness. Donc, si je change ma shape, ben, le feather, il va suivre. Ça, c'est normal. Okay? Mais ce que je peux faire ici, c'est que je peux changer mon feather sans changer la shape. Donc, je peux prendre mon feather puis je peux l'étirer. Je peux l'étirer de cette façon-là et encore maintenir ma shape. Donc, ça, ce que ça va nous donner, c'est que si j'arrive ici, donc ça, je vais le rattacher au grade, puis je vais retourner dans mes secondaires, et puis dans cette zone-là, mettons, on va faire... tiens, là, on est en train de booster dans le rouge, on va le mettre dans le bleu. On va l'envoyer dans le bleu. Donc, vous pouvez voir que les couleurs, le masque nous permet d'éviter de coloriser la personne qui est ici,
mais à cause qu'on a étiré le softness de ce côté-là, ben, là, on a notre bleu qui commence à à se délaver vers cette direction-là. Évidemment, ce n'est pas toujours qu'on veut faire ça. Donc, bon, pour éviter ça, on va ramener notre softness comme qui était avant, pour que ce soit un peu plus authentique. Je ne sais pas si vous pouvez voir les différences là, parce que au fait, ce que vous voyez ici, c'est pas du HD parce que malheureusement, on n'a pas accès à un projecteur haute définition. Donc, notre fameuse carte qu'on a, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un down conversion du HD du 720p au SD. Donc, c'est ça que vous êtes en train de visionner. Tous les paramètres dans Color sont keyframable. Okay, les étalonnages primaires, les étalonnages secondaires, puis au fait même plus. On va voir ça dans une seconde. Donc, de cette façon-là, on peut avoir jusqu'à 8 grades complètement séparés. Okay? Maintenant, il y a un autre outil qui est pas mal fun pour un logiciel d'étalonnage, que d'ailleurs même un système comme DaVinci n'avait pas avant l'année passée. C'est un tracker. Okay? Pareil comme Mathieu m'a montré tantôt dans Motion, puis Marc-André dans Final Cut. Ça, ce que ça nous permet de faire, comme si on regarde le petit spot rouge qu'on a mis sur le bonhomme, okay? Le bonhomme il est statique, le spot rouge il est là. Mais si le bonhomme serait en train de marcher à travers notre frame, okay? Puis nous autres, on veut que l'espèce de highlight rouge il le suit. Okay? À la place de le faire frame by frame comme on est habitué, ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on attache un tracker au personnage, on attache la shape, on attache le masque au tracker, puis là, le masque, il suit la personne. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une voiture, ça peut être whatever. Évidemment, on peut copier tous les grades d'un clip à un autre. Donc, on peut prendre le grade, mettons, d'un clip, puis le dire, copier-les sur tous les autres clips qu'on a ici. Ou on peut spécifiquement indiquer où est-ce qu'on veut se diriger. OK, ben je vais vous donner un petit exemple du keyframing. Le keyframing, il marche en fait de façon très simple. On se positionne sur le point de départ. Je vais mettre sur un frame. On va aller sur le timeline. On ajoute un keyframe qui apparaît ici en bas. Okay, après ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu plus loin dans le timeline. Dans le timeline, on met un autre keyframe, c'est CTRL 9, si ma mémoire est bonne. Et puis, puis on va changer, mettons, on va baisser ça. Donc, si on fait juste jouer le clip, vous allez voir la couleur qui est animée. Okay? Maintenant, une chose que j'ai négligé de mentionner au début, qui est très, très importante, c'est que ça, c'est un logiciel qui se fie énormément sur la carte graphique de votre ordinateur. Ça se fie énormément sur votre GPU. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que même si vous travaillez en mini-DV, même si vous travaillez en offline, okay, offline RT, quand vous importez un clip, okay, puis quand le logiciel il travaille votre clip, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre clip et il le convertit en 444, en RGB. Okay, donc, c'est quelque chose qui est quand même assez pesant. Il va prendre chaque frame, un frame à la fois, il va l'envoyer à votre carte graphique va le retravailler, va le renvoyer dans le logiciel. Okay? Donc, plus que votre carte graphique est rapide, plus que vous pouvez faire des choses de façon real-time ou quelque chose qui va se rapprocher pas mal du real-time. Et aussi, c'est préférable d'avoir des disques rapides. Comme en ce moment, on est en train de rouler sur un petit disque de Fibre Channel, qui il est petit mais il est rapide. Ça peut marcher sur un RAID SATA, à la limite, ça pourrait marcher avec du FireWire, mais idéalement, plus que votre disque est rapide, mieux que c'est. Puis plus que votre carte graphique est rapide, mieux que c'est. On a parlé des primaries, on a parlé des secondaries. Maintenant, on passe à l'onglet Color Effects. Okay. Color Effects, pour ceux qui ont travaillé avec Shake, vous allez vous retrouver assez bien. C'est l'espèce de l'architecture nodale qu'on retrouve dans Shake. Donc, vous pouvez utiliser cette salle-là pour complémenter l'étalonnage que vous avez fait à date, ou vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser juste cette salle-là, juste les nodes, pour faire tout votre étalonnage ici. Okay? Notre cher ami Graham Natras, qui a fait les plugins pour Final Cut, c'est la seule personne à avoir développé des plugins pour ce logiciel-là. Puis, une fois installé,
c'est là qu'on les retrouve. Okay? Maintenant, vous vous posez sûrement la question, quel serait l'avantage d'utiliser des plugins, mettons de Gram, ou mettons l'étalonnage de couleurs dans Final Cut versus Color. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait Color et non Final Cut? C'est sûr, il y a certains outils qu'on ne retrouve pas dans Final Cut, mais un des aspects les plus importants, c'est la précision. Okay, c'est la précision. Je vais vous donner un exemple. Quand vous travaillez dans Photoshop avec un fichier 24 bits, okay, qui est quand même quelque chose d'une qualité assez bonne, quand on parle de 24 bits dans Photoshop, on parle de 24 bits au total, ce qui veut dire que chaque canal RGB, okay, le rouge, le bleu puis le vert, c'est un canal de 8 bits, okay, pour un total de 24 bits. Color fonctionne en 32 bits, mais pas 32 bits au total, 32 bits par canal. Okay, donc, pour vous qui vous connaissez en graphisme, je pense que vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est une autre raison pourquoi ça bénéficie énormément de la carte graphique, parce que ça a besoin du jus. Maintenant, de la façon que ça fonctionne, c'est très très simple. Si, admettons, je veux appliquer Edge Detect, mettons le filtre Edge Detect, je double-clique sur Edge Detect, puis il est là. Okay. Si je veux rajouter, mettons, un blur après l'Edge Detect, je vais retrouver mon blur. Je prends mon blur, je l'amène ici, je le plug. C'est une hiérarchie nodale. On retrouve ça dans Combustion, on retrouve ça dans Flint Flame, on retrouve ça dans Shake, évidemment, dans Fusion, dans tous les bons logiciels de compositing. Donc, ça c'est quelque chose que vous avez ici. Et après ça, on a ce qu'on appelle le primary out. Okay. Primary out, c'est exactement la même affaire que le primary in, sauf que c'est là pour une seule raison, c'est d'ajuster, c'est de tweaker vos couleurs une fois que vous avez fait vos primaires et vos secondaires. Si, admettons, vous avez fait vos primaires et vos secondaires et puis vous dites, oh, déjà un peu trop de rouge, c'est pas vraiment pratique de retourner en arrière puis de changer le rouge dans les primaires parce qu'on ne sait pas comment ça va réagir avec le secondaire. Tandis qu'ici, vous mettez un primary out puis vous travaillez sur l'ensemble des choses. Okay? Donc ça vous donne la possibilité de faire des ajustements finaux sans revenir en arrière. Pour la géométrie, comme on a vu tantôt, c'est ici qu'on va appliquer nos shapes, surtout les shapes B-spline. Et c'est ici qu'on va utiliser le tracker. La façon que ça fonctionne, c'est très simple. C'est que vous vous trouvez avec un crosshair sur l'écran. Le crosshair, vous allez le poser sur l'endroit que vous voulez tracker, idéalement sur un endroit où il y a un bon contraste, quelque chose que le tracker peut reconnaître assez facilement. Une fois que c'est fait, vous posez sur le bouton de Track Forward. Puis là, vous allez voir les keyframes, les petits points rouges, pareil comme dans le Shake, qui vont apparaître, puis vous allez retrouver votre path de votre tracker. Puis après ça, vous pouvez attacher n'importe quoi à ce tracker-là, puis merci, bonjour. C'est un tracker à un point, mais tu peux mettre plusieurs trackers. Donc, si par exemple, c'était quelque chose de rectangulaire, puis tu veux mettre 4 trackers dessus, tu veux mettre 4 points dessus, tu mets carrément 4 trackers, un tracker par point, mais je me suis fait dire l'année passée qu'ils comptaient rajouter d'autres tracking points. L'avant-dernière salle, c'est la salle Still Store. Okay, Still Store, c'est quelque chose d'assez simple. Si je regarde mon grade que j'ai fait ici, qui est laid, mais je pense que vous me pardonnerez. Et puis tout ce que je vais faire un save. Okay, je vais faire un save. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne un onglet ici qui est représentatif de mon grade. Okay. Ce que je peux faire, c'est que si je vais sur un autre clip, si je ne me trompe pas, je devrais être capable de comparer. Donc ici, vous pouvez voir mon grade que j'ai fait tantôt, qui est comparé à mon current frame. Okay, donc, ça, c'est un peu semblable au viewer dans Final Cut, pour ceux qui sont familiers avec, là, qui nous permet de comparer des différents cadres d'un côté de l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour matcher, pour matcher les couleurs de plusieurs scènes.
Puis ici, évidemment, on peut faire left to right, on peut faire right to left, top to bottom, on peut les splitter de façon différente et on peut changer l'angle. Je peux le mettre à mettons, 45 degrés, je peux le mettre comme ça, je peux changer la transition, mettons, 0,75, n'importe quoi là. Donc on peut vraiment le comparer n'importe comment. C'est ici on va bâtir une librairie de grade. Okay? Une fois que que notre grade est fini sur notre séquence, évidemment, on veut revenir dans Final Cut. De la façon qu'on revient dans Final Cut, il faut accéder à un onglet que malheureusement je ne vois pas ici non plus, qui est une espèce de batch processor, un peu comme dans Compressor, qui nous permet de faire un rendu de plusieurs clips. Donc, tout ce qu'on fait, il y a un bouton qui s'appelle Select All qui va sélectionner toutes les clips de notre séquence. Il va les importer dans le render queue. Puis là, on fait notre rendu. Le rendu se fait très, très vite. Moi, je l'ai fait sur mon laptop. Puis, pour un laptop, là, c'était pas mal top. Puis, une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on fait, on va dans File. On va dans Send To, puis on revient dans Final Cut. Puis là, notre projet est réimporté dans Final Cut comme un autre projet. Donc, on se retrouve avec l'original et on se retrouve avec un projet étalonné. Maintenant, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment fun de ce logiciel, c'est que je suis vraiment content qu'Apple ont gardé cette fonction-là. C'est le support pour les panneaux de contrôle Tangent Device. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir ces bestioles-là. C'est quand même assez impressionnant. C'est des panneaux de contrôle avec des trackballs, avec un paquet de boutons. Au fait, c'est des panneaux qui vous donnent un contrôle de 100% du logiciel. Au fait, avec ces panneaux de contrôle-là, vous pouvez faire 95% de votre étalonnage sans toucher au clavier, sans toucher à la souris. Tout ce que vous avez besoin, c'est votre panneau de contrôle, puis votre moniteur de référence, puis peut-être de temps en temps regarder l'écran d'ordi pour des scopes et des affaires comme ça. C'est quelque chose, ça augmente votre productivité premièrement, puis deuxièmement, quand vous avez des clients payants qui viennent faire de l'étalonnage chez vous, les autres ils se croisent dans un vaisseau spatial, puis ils sont impressionnés, puis ils sont contents de payer votre tarif.